Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal. Les titres de ce lundi 22 octobre. Pour commencer, 4,8 kg d'or saisis par les gendarmes du Gard et 9 personnes incarcérées. C'est une importante organisation criminelle qui vient d'être démantelée dans le sud de la France. La Fédération socialiste de l'Hérault doit élire son premier secrétaire en novembre. 4 candidats se présentent. Première mission, reconstruire une fédé sous tutelle depuis 2 ans. À Nîmes, les poubelles ont des puces. D'ici 2014, tous les foyers devraient payer leur facture d'ordures ménagères en fonction du poids de leurs déchets et du tri effectué. Et puis, comme tous les lundis, on reviendra sur les résultats sportifs du week-end et notamment la victoire du MHR face à Sale. Les rugbymen montpelliérains ont battu les Anglais 33-18 en Coupe d'Europe. C'est un important réseau de trafiquants d'or qui vient d'être démantelé par les gendarmes du Gard, de l'Hérault et des Bouches-du-Rhône. Près de 5 kilos d'or ont été saisis et 9 personnes incarcérées. Elles avaient été interpellées par la brigade de recherche de Vauvert. 4 d'entre eux étaient en partance pour la Belgique pour revendre les bijoux en or. L'affaire avait débuté fin 2011 par des cambriolages commis chez des particuliers, notamment à Aigues-Mortes. L'organisation criminelle agissait sur tout l'arc méditerranéen et dans la vallée du Rhône. Les 9 accusés sont notamment poursuivis pour vol en bande organisée. Écoutez. Nous avons effectivement une organisation qui est assez bien structurée et qui part au démarrage de petites mains, j'allais dire entre guillemets, c'est-à-dire des mineurs, souvent très jeunes, moins de 13 ans, qui commettent des cambriolages. On s'est rendu compte assez rapidement qu'il pouvait y avoir des liens à effectuer avec d'autres vols commis sur un certain nombre de départements de l'arc méditerranéen. On en a identifié assez rapidement 75 qui pouvaient correspondre à des modes opératoires identiques avec des mineurs interpellés d'origine de l'ex-Yougoslavie ou de la Serbie. Les 9 personnes qui ont été interpellées et écrouées ne travaillaient pas sur le terrain. Voilà, c'est-à-dire, ils n'ont rien volé eux-mêmes directement. Ils ont un rôle de collecteur. Et ce soir, le préfet du Gard a rendu hommage au travail effectué par les gendarmes et notamment la brigade de Vauvert dans le cadre de cette enquête de plusieurs mois. Au Parti socialiste de l'Hérault, comme partout en France, on s'apprête à élire le premier fédéral en novembre. Une élection qui prend une dimension un peu particulière dans cette fédération sous tutelle depuis 2 ans. Depuis ce week-end, on sait que 4 candidats à l'élection du premier secrétaire se présentent. La principale mission du premier secrétaire sera de reconstruire la Fédération socialiste de l'Hérault. Les détails, Olivier Roiran. Même s'il s'en défend, Laurent Pradeil est déjà en campagne ce jeudi 18 octobre lorsqu'il arrive au siège de la Fédération socialiste de l'Hérault. Depuis samedi, c'est officiel, il fait partie des 4 candidats au poste de premier secrétaire départemental du PS. Un siège occupé jusqu'en 2010 par le banni Robert Navarro. Laurent Pradeil est navarriste et il assume. C'est un engagement collectif aux côtés de Robert Navarro, c'est normal. J'ai travaillé avec lui en équipe pour faire élire François Hollande pendant les primaires, donc il n'y a pas de, faut rien cacher, mais surtout un collectif de militants. Je suis leur porte-parole. On va avoir tout un moment de reconstruction où on pourra se parler les uns les autres, délibérer ensemble, essayer de se rapprocher, mais toujours en fin de processus rendre la parole aux militants. Reconstruire une fédération sous tutelle parisienne depuis 18 mois et rassembler le PS héroltais, un leitmotiv chez tous les candidats. Une mission en 3 objectifs pour Hussein Bourgi. Le premier objectif, c'est le rassemblement des camarades de toutes les motions, de toutes les sensibilités. Deuxième objectif, la rénovation que nous avons commencé et qui nous appartient de poursuivre pour avoir une gestion vraiment transparente, une gouvernance collégiale, une répartition des postes de responsabilité. Et le troisième objectif, c'est celui de la reconstruction. Une reconstruction qui doit être effective avant les prochaines échéances municipales en 2014. D'ici là, tous les courants du PS devront s'exprimer. Abdi El Kandoussi, lui, assume le soutien de Philippe Sorel tout en motivant sa propre légitimité. Je suis le candidat du référendum militant du 1er octobre 2009 qui a remporté 77% des suffrages et qui demandait la mise en place 1. du non-cumul des mandats, 2. la parité, 3. la diversité et 4. le renouvellement des générations. Je suis celui qui remplit l'ensemble des critères. Quant au 4e candidat, Olivier Dedieu, il promet, s'il est élu, un pouvoir partagé par la future équipe dirigeante. Mais pour le moment, il a un objectif majeur. Défendre ce que j'appellerais la position des non-alignés. Je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit samedi,
Si on veut sortir la fédération de sa situation actuelle, qui est une situation qui dure depuis des années, de conflits larvés, il est temps quand même de construire une maison qui appartienne à tous les militants. L'élection du premier secrétaire de la fédération PS de l'Hérault aura lieu les 15 et 22 novembre. D'ici là, il faudra mettre à jour la liste des adhérents, entre 4 et 5 000 personnes dans le département. 300 personnes ont défilé contre la tauromachie samedi à Nîmes. D'autres manifestations anti-corrida ont eu lieu au même moment à Toulouse et à Paris. Une journée de mobilisation pour dénoncer notamment les déclarations pro-corrida du ministre de l'Intérieur et la décision du Conseil constitutionnel qui avait jugé l'organisation de corrida dans certaines régions de France conforme à la Constitution. C'était le 21 septembre dernier. Écoutez. Et aujourd'hui, nous dénonçons l'ingérence du gouvernement, notamment Manuel Valls, qui se permet de dire que plusieurs membres du gouvernement sont aficionados et qu'il a une capacité à bloquer tout projet éventuel, ce qui est une déclaration absolument scandaleuse. Et un membre du gouvernement n'a pas ainsi à défendre la tauromachie. Geneviève Gaillard, députée socialiste, va déposer une proposition de loi. On sait que de nombreux députés vont la co-signer. Et ce qu'on espère, c'est que de plus en plus de députés, et d'ailleurs c'est ce qui se produit, signent ces propositions de loi pour avoir enfin un vote et surtout un débat démocratique au sein des deux assemblées. Et en réponse à cette journée de mobilisation, l'Observatoire national des cultures taurines a réagi en rappelant notamment que plus de 2 millions de personnes ont assisté cette année à une manifestation taurine, dont 150 000 aficionados qui se sont rendus dans une arène française au mois de septembre. 10 000 personnes meurent chaque année de la faim dans le monde, une situation dénoncée par Action contre la faim samedi dans une trentaine de villes de France. À Montpellier, c'est sur le marché des Beaux-Arts qu'une poignée de militants a interpellé les passants en reconstituant une scène de crime. Écoutez. La scène de crime, c'est un petit peu pour rappeler les séries que les gens voient à la télévision. Donc les gens ont tendance à s'arrêter, se demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a eu un accident. Et en fait, à ce moment-là, on peut leur dire oui, il y a eu 10 000 personnes qui sont mortes hier, qui vont mourir aujourd'hui et qui mourront demain. À Nîmes, les poubelles sont intelligentes. Depuis 4 mois, l'agglo équipe progressivement les bacs de chaque foyer de puces électroniques qui transmettent un certain nombre d'informations au moment du ramassage. Des infos qui serviront ensuite à calculer une redevance pour chaque ménage. Objectif, inciter au tri et à la réduction des déchets dans la droite ligne du Grenelle de l'environnement. Les explications, Olivier Michel et Alain Belon. Payer ces poubelles au poids va devenir réalité. Depuis 4 mois sur le territoire de l'agglo nîmoise, les poubelles sont progressivement remplacées par de nouveaux modèles pucés. Un changement imposé dans le cadre du Grenelle de l'environnement. Objectif, renouveler tout le parc d'ici 2014. Demain, quand les camions passeront, ils auront un ordinateur de bord qui permettra, à travers le ramassage et la puce qu'il y a sur le conteneur, de savoir de quelle manière a consommé la famille X ou la famille lambda. Objectif, réduire les quantités partant en incinération et réduire les déchets à la source à raison de 5 kg par an et par habitant. Une mesure diversement perçue comme ici à Caveyrac. Je leur ai expliqué, il y en a qui m'ont dit qu'ils n'allaient pas les prendre, d'autres qui m'ont dit bon, mais de toute manière il faudra passer par là, alors on les prend. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères va de ce fait disparaître de vos feuilles d'impôt et sera remplacée par une redevance incitative. Il faut savoir que la redevance incitative, c'est le paiement et la contribution des administrés à ceux qui consomment. La mesure ne devrait pas entrer en vigueur avant 2017, reste une inconnue, le comportement des citoyens. La facturation des déchets au poids pourrait accentuer les décharges sauvages, voire déclencher des guerres de voisinage. Un mot de sport à présent et tout d'abord le MAHB qui reprend des couleurs. Les handballeurs montpelliérains ont battu Ivry hier, 32 buts à 28. Puis le reste des résultats sportifs de ce week-end dans la Minute Sport préparée aujourd'hui par Jessica Desbois et Alice Robinet. Ce dimanche, le 15 Héroltais s'est relancé dans la 6e poule grâce à sa belle victoire 33-18 face aux Anglais de Sale. Une seconde victoire en H-Cup pour le MHR avec 3 essais transformés. Seul regret, l'absence du bonus offensif pour les Héroltais. Football ensuite, le MHASC est tombé face à Rennes samedi. Malgré le pénalty de Younes Belanda, les hommes de René Girard ont été battus 2-1. Le club montpellierien pointe désormais à la 16e place du classement de la Ligue 1 et flirte avec la zone de relégation.
En Ligue 2, les Nîmois ont remporté le match face au Mans 2-1. Saïdou Koné a marqué les 2 buts de la victoire. Nîmes sort de la zone rouge et se classe 15e au classement général. En basket, les féminines de Montpellier ont remporté le match contre Arras avec un score de 70-48. Après un premier quart-temps équilibré, les Montpelliéraines sont passées à la vitesse supérieure grâce à Géraldine Robert et Anna Lelas. Le BLMA se classe pour le moment en tête de la Ligue féminine. Handball enfin, défaite ce samedi pour les Lyonnes de Nîmes. Les joueuses du HBCN ont perdu face à Metz 27-44. Elles conservent néanmoins leur 6e place dans le classement du championnat féminin de handball. C'est le moment de la nouvelle rubrique de votre journal, le résumé de l'actualité internationale en bref et en images. C'est Le Monde en 120 secondes. Regardez. L'attentat ayant fait plusieurs morts, dont le chef de la sécurité intérieure vendredi dernier à Beyrouth, continue de secouer le Liban. Plusieurs manifestations accusant l'état d'attentisme se sont tenues dans la capitale. Nous sommes venus ici pour dire au Premier ministre qu'il y en a assez de son gouvernement, du Hezbollah. J'appelle la jeunesse libanaise à nous rejoindre car nous ne partirons pas, quoi qu'il se passe et peu importe ce qu'ils vont faire. Le général Al-Hassan, qui s'était opposé au régime syrien, pourrait avoir été victime d'une représaille venant directement de Damas. L'émissaire international de l'ONU a appelé un cessez-le-feu en Syrie. Lakhdar Brahimi a rencontré Bachar el-Assad et profité de la fête musulmane d'Al-Adha pour demander une trêve. Je retournerai en Syrie après l'Aïd et si le calme s'installe réellement pendant cette fête, nous continuerons à travailler. Si ce n'est pas le cas, nous continuerons d'essayer et nous espérons que le chemin vers la pacification s'ouvrira pour le peuple syrien. À noter, durant la venue de Lakhdar Brahimi, au moins 13 personnes sont mortes lors d'un attentat perpétré dans le quartier chrétien de Damas ce dimanche matin. Les indépendantistes catalans s'offrent la 2e place lors des élections régionales du Pays Basque en Espagne, un résultat qui a provoqué un rassemblement spontané dans les rues de Bilbao. On peut dire qu'une grande partie des citoyens et citoyennes du Pays Basque ont décidé de faire confiance au parti indépendantiste parce qu'ils ont compris que le modèle que propose Bildu est un modèle socio-économique pour affronter la crise. Depuis plusieurs semaines, le mouvement indépendantiste prend de l'ampleur. La Catalogne, qui accuse Madrid de sa chute économique, continue de prôner son indépendance. C'est une habitude à Hong Kong, les marées humaines, mais cette fois-ci c'est dans la baie qu'elle a eu lieu. Plus de 1800 courageux se sont jetés à l'eau ce dimanche pour la traditionnelle course entre l'île et le continent. Et comme toujours, les Hongkongais étaient pressés, mais cette fois-ci c'était pour sortir de l'eau. Et je vous rappelle que vous pourrez suivre toute l'actualité internationale, nationale et régionale ce soir à 10h dans le 22 minuit et 2 heures d'infos en direct et en continu présenté par Julien Desvages. Je vous propose à présent de terminer ce journal en musique avec le dernier concert de l'Aglo au rythme du jazz samedi soir au théâtre de Nîmes. Et c'est un Nîmois qui a clôturé un mois de blues et de jazz. Raphaël Lemonnier accompagne China Moses dans son prochain album qui sort le mois prochain, un avant-goût avec Nicolas Pinchino. Raphaël Lemonnier et China Moses avaient plusieurs bonnes raisons de présenter en avant-première leur nouvel album à Nîmes en clôture du 7e festival l'Aglo au rythme du jazz. C'est d'abord dans la capitale gardoise que Raphaël Lemonnier vit depuis toujours. C'est également ici qu'ils se sont rencontrés. C'est là qu'ils ont joué pour la première fois leur premier album. Et c'est encore à Nîmes que China a chanté du jazz pour la première fois. Après un premier album donc sorti chez Blue Note, China et Raphaël sortent le 5 novembre prochain un nouvel opus avec le label Universal. Toujours dans l'univers de la chanteuse Dinah Washington. Et ça part de 1920 jusqu'à 1979. Ça part de Mamie Smith, Bessie Smith, Ma Rainey jusqu'à Janis Joplin et Donna Summer. Donc c'est pas que ça parle des femmes, c'est un hommage aux femmes qui ont été influencées directement ou indirectement par Dinah Washington et celles qui l'ont influencée elle. C'est juste un autre répertoire, c'est tout. Parfois c'est pas aussi compliqué que ça. Non, c'est pas aussi compliqué que ça. Et ce spectacle, Women in Blues, nous replonge dans l'univers des clubs de jazz entre le pianiste et la chanteuse. Une réussite. Et enfin, après Raphaël Lemonnier et China Moses, cette dernière soirée du festival était conclue par le pianiste cubain Roberto Fonseca, histoire de réchauffer l'ambiance en ce début d'automne.
journal. Passez une excellente soirée sur TV Sud. À demain.